Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol United Airlines 232. Je m'appelle Charles et je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo pour vous retracer l'histoire de ce vol qui s'est terminé de manière assez brutale, mais pour lesquels les pilotes, aidés par un pilote instructeur sur le même avion, un DC-10 de chez McDonnell Douglas, ont fait preuve d'énormément de courage et de professionnalisme pour sauver l'avion à tout prix. Bon, dans tous les cas, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, hein, je vous fais peur avec mes histoires de crash, tout ça, pas de stress, hein, tranquille. Les crashs d'avion sont très rares, l'immense majorité des vols se passent très bien, donc pas d'inquiétude à avoir. C'est parti. Avant le décollage, je vous remercie de bien vouloir attacher vos ceintures et vous abonner, et on décolle tout de suite. Nous sommes le 19 juillet 1989, soit 2 jours après le premier vol du bombardier militaire Northrop B-12 Spirit, un avion développé par l'avionneur américain Northrop durant la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Alors, ça n'a pas de rapport, mais pour le coup, c'est la petite info-histoire et j'avais envie de le caler ici. Nous sommes donc le 19 juillet 1989 à l'aéroport de Stapleton à Denver. On va essayer de retracer les événements à l'endroit, jusqu'à l'aéroport de Philadelphie en Pennsylvanie. Une escale était prévue d'ailleurs à Chicago pour ce vol, et l'avion est un DC-10 de chez McDonnell Douglas, un avionneur américain qui a entre-temps été racheté par Boeing depuis. On va quand même présenter l'équipage avec le commandant de bord Alfred Haynes, près de 30 000 heures de vol, donc quand même 7200 sur DC-10, Bill Rickards, 20 000 heures de vol, dont un petit peu moins de 700 heures sur DC-10, et enfin le mécanicien navigant Dudley Dvorak, 15 000 heures de vol, mais seulement 33 sur DC-10. Bon, déjà on remarque un truc, hein, c'est que l'équipage a quand même une belle expérience, hein, 15 000, 20 000, 30 000 heures de vol, ça commence à faire pas mal déjà. 15 000 heures de vol, je crois que c'était le minimum pour piloter le Concorde. Je sais plus, vous irez voir ma vidéo sur le Concorde, de toute manière, on a fait une vidéo géniale où on vous présente tout l'avion. Ils ont dû en voir des trucs, hein, avec toutes ces heures de vol, des petits problèmes mineurs, ou même un petit peu plus graves, hein, ils en sont toujours bien sortis. Sauf que si le commandant connaît le DC-10 comme sa poche, ben c'est pas le cas des deux autres, encore moins du mécanicien navigant, et même du copilote. Il est 14h09, l'avion décolle de l'aéroport de Denver. Je pense d'ailleurs que vous en avez déjà vu, pas forcément en vol, mais au moins avec une photo. C'est, vous savez, cet avion à 3 réacteurs, celui-ci là, dont un placé dans la queue, juste au-dessus de la carlingue. Hein, voilà. Franchement, je trouve ça sympa, on ne loupe pas au moins. L'avion en altitude de croisière à environ 29 000 pieds. L'avion est bien rempli, hein, avec 285 passagers et pas mal d'enfants. Parce que United Airlines avait fait une promo, mais un truc de malade, avec la place à $1 pour les enfants. Sympa, non? Bon, alors le côté sympa, on va en reparler, mais bon. Le vol se passe bien, l'avion est à 29 000 pieds, son altitude de croisière, mais soudainement, t'aimes bien quand je te dis ça, hein, quand ça commence par « mais soudainement !» Tu te dis « ça y est, enfin nous raconter le truc ». T'en fais pas, ça vient. Du coup, je disais, soudainement, vers 15h15, la soufflante du moteur 2, celui qui est monté sur la queue de l'avion, se brise et s'arrache. C'est un petit peu embêtant parce que la soufflante, en fait, ça fait partie de l'avion, tu vois. C'est le truc, en fait, avec quelques dizaines de pales. Et ça, mais avant ça, on va voir à quoi servent ces pales. Tu t'es déjà demandé en plus, je suis sûr. En fait, la soufflante est passée juste avant le compresseur et les autres systèmes du moteur. Elle est entraînée par la turbine et elle brasse l'air ambiant pour le ramener vers l'arrière du réacteur et créer ce qu'on appelle la poussée. En gros, si on veut vulgariser vraiment très très fort, la poussée, c'est ce qui sert à faire avancer l'avion. C'est de l'air qui est poussé vers l'arrière. C'est pas très compliqué en soi. Mais du coup, tu imagines bien qu'à 900 km/h dans les airs, ça peut faire quelques petits dégâts sur un avion, justement. Ben, ça tombe bien, parce que ça en fait. Le souci, c'est que le pilotage automatique se coupe automatiquement. Ce qui veut dire qu'il y a un souci dans les systèmes de pilotage qui crée une défaillance, qui fait que le pilotage automatique laisse les commandes au pilote en mode « Oula, ça déconne, hein, je vous laisse tout ça, parce que moi, je veux pas... Oui, moi, je suis le pilotage automatique, mais... je vous laisse les emmerdes, hein, parce que les gars, là, moi, je sais pas faire. Hein. » Sauf que justement, les pilotes sont obligés de couper le réacteur numéro 2, celui en cause, justement, dans le problème. Pendant ce temps, peu à peu, les pilotes perdent les contrôles hydrauliques de l'avion. L'hydraulique, vous irez voir les autres vidéos, j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo de la semaine dernière, hein, si vous aviez regardé, parce que là, franchement, l'hydraulique, c'est, abonnez-vous au passage, un petit peu comme la direction assistée dans une voiture. Ça permet de rendre l'avion maniable très facilement. Ça fonctionne un petit peu comme la direction assistée sur une voiture, sauf que là, tu es dans un avion de plusieurs dizaines de tonnes et qui vole à 900 km/h. Voilà, t'es pas dans une voiture qui roule à 50 km/h avec ses 900 kg comme t'as 205. Sauf que l'avion n'est pas très maniable, hein, de moins en moins d'ailleurs, hein, et penche dangereusement vers la droite. Bon, on a un réacteur arrêté et là, l'avion devient de moins en moins contrôlable. Bon, c'est une véritable galère, les commandes de vol ne répondent plus. Bon, la réponse est assez simple, hein, quand ça se passe comme ça, ce sont les systèmes hydrauliques qui sont hors service. Autrement dit, c'est la merde. Donc il faut trouver une solution et ça s'annonce compliqué. Sauf que rappelez-vous, on est sur un DC-10 avec un réacteur
au centre, à l'arrière de la queue, qui est le réacteur numéro 2, qui est éteint, ainsi qu'un sur les ailes de chaque côté. Donc du coup, les pilotes sortent leur bonne grosse pierre de coups, décident de diriger l'avion avec les réacteurs en jouant sur la puissance. Bah oui, être pilote, hein, c'est aussi ça, trouver des solutions pour limiter les dégâts, parce que là, il y en aura des dégâts pour le coup. Mais bon, un dos dans le cockpit, ok, mais pour atterrir, ça va être compliqué. Enfin, avec 3, mais le mécanicien navigant est censé contrôler d'autres systèmes, lui. Mais pas de panique. Un passager, Denny Fitch, et un instructeur certifié sur DC-10. Et c'est quand même la chance du siècle. Les pilotes ont un pilote instructeur sur DC-10 dans l'avion. Et justement, sans lui, peut-être que ce vol se serait terminé d'une manière un petit peu différente. Denny propose du coup son aide aux pilotes via une hôtesse. Il aide volontiers accepté par les pilotes. Bien évidemment, Denny Fitch s'installe au milieu, derrière les pilotes, un petit peu accroupi au début, puis ensuite il s'assoit, et puis s'occupe de régler la puissance avec les manettes des gaz sur ordre des pilotes. Après de nombreuses manœuvres, les pilotes arrivent en vue de l'aéroport de Sioux City, le plus proche pour effectuer un atterrissage d'urgence. Pendant ce temps, tous les secours de l'aéroport se préparent, vont sur la piste. Le commandant de bord annonce la vérité de manière la plus honnête aux passagers, de manière pas très rassurante. En gros, il leur dit ça va être la merde et leur fait comprendre vaguement que tout le monde ne va pas survivre, sans les affoler non plus, mais en leur demandant quand même d'appliquer les consignes de sécurité à la lettre. L'avion arrive en vue de la piste et tout le monde s'attache dans le cockpit. L'avion vole trop vite pour atterrir, mais les pilotes n'ont pas le choix. Impossible de sortir les volets sans hydraulique. Pour information, en fait, les volets servent à augmenter la taille des ailes et à augmenter la portance à faible vitesse et à permettre à l'avion de voler à une vitesse plus faible que sa vitesse de croisière. Les volets permettent de voler. Ah, c'est génial, t'as vu. Pierre, va remettre ce volet sur la fenêtre, je te dis. Non, tu vas pas t'envoler avec ça. Bon, mais l'avion arrive à 30 mètres du sol et vire vers la droite, s'écrase sur la piste et se brise en plusieurs morceaux, 3 exactement, de manière assez violente. Bah oui, je vous ai dit il y a 5 secondes, mais là-dedans, il y a quand même 112 morts et 184 survivants. Ce qui est pas si mal, franchement, 184 survivants, parce que vu la situation qui était complètement désespérée, vu la situation dans laquelle l'avion s'est retrouvé, surtout, quasiment incontrôlable, malgré un gros tiers des voyageurs, en effet, qui a péri durant le voyage, on peut se dire qu'en effet, les 184 survivants ont eu beaucoup de chance. Bon, maintenant on va voir ce qui s'est passé, comme d'habitude, parce que tu te doutes bien qu'on va pas rester là comme ça, la vidéo, sans comprendre pourquoi l'hydraulique s'est stoppée net. Va voir la vidéo du Japan Airlines 123. Allez, salut, à mardi. Non, bon, non. Ok, je vais l'expliquer ici, même si on l'a un petit peu déjà vu, c'est très similaire au Japan Airlines. Rappelez-vous, Japan Airlines 123, ils étaient aussi à jouer avec la puissance des moteurs. Déjà, on remarque que le réacteur numéro 2, celui de la queue en fait, de l'avion, a explosé en vol. Il faut maintenant savoir pourquoi et qu'est-ce que ça a engendré. Il y a déjà les trous dans les circuits hydrauliques, ce qui explique en gros la fuite et qui a rendu l'avion incontrôlable. En gros, quand vous n'avez plus de commande hydraulique, impossible de commander l'avion. Surtout quand il y a un trou en fait qui vous bloque complètement. À la limite, si le circuit est un petit peu bloqué, ça peut passer, mais quand il n'y a plus rien du tout, non. La couronne d'aube du réacteur numéro 2 casse et cette dernière pèse près de 200 kg. La couronne d'aube, c'est ça du coup en fait, vous voyez en général que vous voyez devant les réacteurs. On peut en acheter d'ailleurs des aubes d'avion sur internet. Si vous allez chercher un petit peu sur eBay, en vrai c'est pas très compliqué, même sur le Bon Coin ou des sites comme ça. Bon, alors ça coûte un petit peu cher quand même, mais généralement elles sont bien polies, bien lissées, ça fait très classe. Sauf que cette couronne d'aube, toutes les pales sont en titane, un métal assez léger, mais vraiment ultra résistant. Si un des métaux les plus résistants est l'acier, oui, tu as déjà essayé de tordre un couteau? Bon, essaye pas. Le titane est quand même plus léger. Imaginez cette couronne d'aube en acier, le problème c'est qu'elle serait beaucoup plus lourde. Cette dernière est éjectée du bloc réacteur et découpe du coup le circuit hydraulique et d'autres débris éjectés aussi par la même occasion qui coupent les tuyaux hydrauliques restants. C'est un petit peu embêtant parce que là, il n'y a plus aucun recours pour piloter l'avion, à part en effet avec les réacteurs. Mais pour voir pourquoi elle a cédé en fait cette couronne d'aube, c'est une impureté dans l'alliage en titane d'une taille de quelques millimètres à peine. Sauf que le titane étant moins dense à cet endroit-là, a créé une fissure qui s'est agrandie au fil du temps. Au bout d'un moment, l'effort immense demandé par la pièce, 3500 tours par minute quand même, pendant plusieurs heures d'affilée, sur plusieurs années, la pièce a fini par céder, entraînant de gros dégâts et des dommages dans le réacteur, puis dans l'avion. Maintenant, on va voir pourquoi les pilotes, alors qu'ils étaient si bien partis pour atterrir, alors, on va dire, sécurité, même si on va se mettre d'accord, niveau sécurité, on a fait mieux. Mais ils n'ont pas réussi à atterrir au dernier moment et ils ont planté l'avion. Donc soit on sera d'accord évidemment sur le fait qu'ils ont fait le max pour s'en sortir. L'avion arrive, sauf que l'aile droite s'abaisse un petit peu trop, et même beaucoup trop, et percute le sol. L'avion était de plus en plus difficile à piloter une fois arrivé à quelques mètres du sol, ce qui a précipité sa chute. Voilà la fabuleuse histoire du vol United Airlines 232, avec des pilotes, le mécanicien navigant,
et le pilote instructeur qui ont fait preuve d'un grand courage et qui ont tous reçu une médaille en guise de récompense pour leur professionnalisme, déterminés coûte que coûte à sauver l'avion et surtout ses passagers. Je vous rappelle quand même, comme à chaque fois, que les accidents d'avion sont pas vraiment monnaie courante, c'est très rare, mais forcément quand il y en a un, on en parle, n'ayez pas peur de l'avion pour autant. Et je vous rappelle aussi que je ne travaille pas dans le domaine de l'aviation, je ne suis pas pilote ni commandant de bord, je suis juste un passionné qui a envie de vous partager sa passion tous les mardis à 17h30. À la semaine prochaine, salut!